Je ne conseillerais personne d'aller en Tunisie. Déjà, la Tunisie, c'est pire. Ah, Et je me disais qu'en France, c'est le paradis. d'accord. Donc, je m'attendais à trop de choses. Donc, dans ma tête, je savais que je venais vivre un rêve. La décision était totale. Et tu sais, quand on arrive en Bengué, on se dit, parce qu'on voit les vidéos les stories, les statuts de nos amis, on se dit que l'étranger, c'est le paradis. La belle vie, quoi. Ouais. Donc, du coup, je suis arrivé en France avec cette illusion-là. Et la vérité m'a très vite rattrapé. En quittant le Cameroun, je me disais qu'en Tunisie, ça allait être bien. Quand j'arrive en Tunisie, j'ai des amis qui me reçoivent là-bas. Et je me rends très vite compte qu'on m'a vendu le rêve. Donc, du coup, en Tunisie, d'abord, pour te faire établir une carte de séjour, il y a un document que tu signes à la municipalité pour que tu t'engages à ne pas travailler et à quitter le territoire dès la fin de tes études. À quitter le territoire à la fin de tes études? Dès l'obtention de ton diplôme. Tu signes ce document-là. Même sans le signer, il n'y a pas de travail là-bas. On ne doit pas en Tunisie. C'est interdit. Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Moi, c'est Armelle pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ici, on parle des défis, des difficultés, des galères qu'on rencontre généralement au début à l'étranger et comment faire pour s'en sortir ou alors comment nous, on a fait pour s'en sortir. Alors aujourd'hui, je suis avec Christian qui va nous parler de son expérience, les défis qu'il a rencontrés et comment il a fait pour s'en sortir. Donc, je laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Christian Aimé, je suis ingénieur télécom et j'exerce en tant que chef de projet de déploiement dans une boîte de la place. Ok. Parle-nous alors de tes débuts à l'étranger. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as rencontré des défis particuliers ou des choses qui t'ont traumatisé? Je vais dire ça comme ça. Mes débuts à l'étranger, en France, c'était extrêmement difficile. J'arrive en France le 12 janvier 2021. Parce que quand tu as retenu la date là, ouais, parce que c'était un jour, un jour mémorable pour moi. Dans le sens que je viens de la Tunisie, un pays où j'ai fait pratiquement 4 ans. Je viens pas du Cameroun. D'accord. Et tu sais, quand on arrive en Bengué, on se dit, parce qu'on voit les vidéos les stories, les statuts de nos amis, on se dit que l'étranger, c'est le paradis. La belle vie, quoi. Ouais. Donc du coup, je suis arrivé en France avec cette illusion-là. Et la vérité m'a très vite rattrapé. Mais quand tu étais en Tunisie, du moins quand tu étais en Tunisie, tu pensais que la France c'est encore mieux que la Tunisie ou bien? Bon, déjà la Tunisie c'est pire. Et je me disais qu'en France c'est le paradis. D'accord. Donc je m'attendais à trop de choses. Donc dans ma tête, je savais que je venais vivre un rêve. La décision était totale. Ok, on va commencer par la Tunisie. Ouais. Et puis on va arriver en France, en Tunisie. Comment tu as pris la vie ou bien comment est-ce que les choses se sont passées en Tunisie? Je pense que chaque pays a ses difficultés. Déjà en quittant le Cameroun, je me disais, tu sais, quand nous sommes au Cameroun, on a toujours l'impression que dehors c'est mieux. Donc en quittant le Cameroun, je me disais qu'en Tunisie ça allait être bien. Déjà, parce qu'on se dit le pays est blanc malgré le fait qu'il soit, ça devait être bien. Et j'arrive en Tunisie pour suivre mon cursus d'ingénieur de télécommunications et réseau. Déjà les frais de scolarité dans l'école où j'étais inscrit, dans laquelle j'étais inscrit, étaient vraiment énormes. Et mes amis qui étaient en Tunisie, qui m'ont accueilli en Tunisie, ils m'avaient à l'époque fait comprendre, celui qui a géré mon dossier pour la Tunisie, m'ont fait comprendre qu'étant là-bas, on a la possibilité de bosser et de payer soit ses frais de scolarité qui parfois s'élevaient à 1 800 000 l'année. Et quand on est issu d'une famille pauvre, modeste. Ouais, parce que si tu as pu venir là, ta famille n'est pas pauvre, ouais. Si on peut être chanceux. Non, mais. On peut être chanceux et ça peut arriver que les gens nous tendent la main. Bah oui, mais. Ouais, quand on est issu d'une famille modeste, c'est pas donné de payer, de s'offrir une scolarité à 1 800 000 l'année pour un cycle de 3 ans. Donc j'arrive en Tunisie avec une première tranche déjà payée 1 000 €, 150 000. Donc quand j'arrive en Tunisie, j'ai des amis qui me reçoivent là-bas. Et je me rends très vite compte qu'on m'a vendu le rêve. Donc du coup en Tunisie, d'abord pour te faire établir une carte de séjour, il y a un document que tu signes à la municipalité pour que tu t'engages à ne pas travailler et à quitter le territoire dès la fin de tes études. À quitter le territoire à la fin de tes études? Dès l'obtention de ton diplôme. Tu signes ce document-là. Même sans le signer, il n'y a pas de travail là-bas. Donc tu te retrouves dans un environnement où tu as des factures à payer à la fin de chaque mois et tout l'argent que tu utilises pour payer ces factures-là doit venir du pays. Donc tous ceux qui sont en Tunisie, tous les étudiants qui sont en Tunisie ne jobbent pas? On ne job pas en Tunisie, c'est interdit. C'est vraiment compliqué parce que les Tunisiens savent ça du coup. Tu peux croiser un Tunisien qui t'appelle pour travailler et après il te paye pas et te dit tu vas te plaindre nulle part. Il y a certains de nos frères subsahariens qui travaillent dans des restos où ils lavent les choses, ils gardent les enfants, mais ils sont payés de manière dérisoire. Parce que au black, comme on dit. Ouais, au black. Donc c'est très compliqué là-bas. Si tu es dans ce pays, tu dois gérer tes frais de scolarité, tu dois payer ton loyer,
Tu dois payer la facture d'eau, payer la facture d'électricité, te nourrir. C'est extrêmement compliqué si... Ce qui se prépara là en Tunisie, là. Ouais. Voilà les vrais réalités. Et aussi, tu peux avoir beaucoup de frustration en Tunisie parce que... La langue aussi. Non, là-bas, c'est le français. Bon, nous, on étudie en français. On étudie en français. Dans les universités publiques, je pense que c'est même toujours le français dans les universités publiques. Et sinon, nous, on étudie en français. Et quand je parle de frustration, c'est qu'il y a des enfants des riches là-bas. Des enfants des ministres. Donc, si tu arrives et que tu es enfant d'une famille modeste, comme tu as dit, et tu as... Dans ton entourage, il y a que les enfants de ministres, tu es un peu frustré. Donc, c'est sur les principales difficultés qu'on rencontre en Tunisie. Le fait qu'il n'y ait pas aussi l'aspect social. Bon, je peux te dire qu'en Tunisie, j'étais entre ma maison et l'école. S'il n'y a rien à faire, si oui, on se rencontre. Et du coup, comme tu ne travaillais pas, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir payer ton année là? Je n'arrive pas à comprendre si tu n'as pas possible de travailler. Ce n'est pas juste une année, c'est 3 années. Tu as fait 3 ans là-bas. Comment est-ce que tu as fait? C'est là que j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. C'est la famille à qui j'ai dit un énorme merci. Aujourd'hui, c'est la famille. C'est grâce au soutien pas d'une seule personne. Le soutien venait de partout. Bon, ce mois, parce qu'il fallait gérer la scolarité par tranche chaque mois. Et après, je restais pour aussi à rien faire. J'ai eu la chance de rencontrer un Tunisien qui m'a beaucoup soutenu dans le sens où il avait un camion, c'était un bricoleur, il faisait des déménagements, il faisait de la maçonnerie. Donc du coup, quand il avait des déménagements à faire, parfois il m'appelle, il m'a dit: Chris, tu es où? Je lui dis: je suis disposé à un déménagement, tu es prêt pour qu'on aille le faire? Je dis: bah ok, je suis prêt. Je pars, on porte, on met, on décharge. À la fin, il peut te donner quelque chose, tu rentres avec. Et j'avoue, c'est un très bon bailleur. Moi, je dis, Dieu m'a soutenu dans ce pays parce que j'avais un très bon bailleur. Dans le sens où, parce que c'est un bailleur en Tunisie. Quand il arrive, le Tunisien, quand il arrive, tu n'as pas son argent, il fout tes choses dehors, il jette tes choses depuis le deuxième étage, le premier étage, et rien n'arrive. Par contre, mon bailleur, lui, compris, il m'appelait mon fils. Ce qui fait que je pouvais faire 2-3 mois sans payer les loyers avant de combler après. Donc, du coup, pour ce côté-là, il ne mettait pas. Et il n'y avait pas, je sais pas une pression, on te mettait peut-être pas la pression physique, mais au fond de toi, est-ce que toi-même tu te mettais la pression, 3 mois de loyer? Je suppose que ça fait réfléchir. Bah oui, ça fait réfléchir, mais quand t'as pas d'argent, tu fais comment? Bah, t'as pas d'argent. Et aussi, l'avantage avec moi, c'est, je me dis que c'est peut-être ce qu'il a aussi, c'est que mon bailleur aussi aimait chez moi, c'est qu'il y avait des mois, je payais 6 mois de loyer. Donc, ça dit, j'ai peut-être un truc, et j'ai des sous. Je peux pas dire, voilà, 6 mois de loyer. Parce qu'en fait, et moi aussi, je faisais venir les gens en Tunisie. Donc, si quelqu'un au pays, il veut venir en Tunisie, on gère la procédure. Donc, où tu souffres là? Et la différence avec moi, c'est, avant de te faire venir en Tunisie, parce que j'ai des gens avec qui je ne parle pas. Parce qu'ils me disent, je veux venir en Tunisie, je dis non. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que si je te fais venir ici, tu vas souffrir. Après, tu vas dire, c'est moi qui t'a fait arriver. Mais quand tu expliques ça, quelqu'un ne va pas comprendre. Mais quand tu veux forcément arriver en Tunisie, je te dis, voilà les réalités de la Tunisie. Voilà. Qu'est-ce que tu vas supporter? Je dis, ok, on fait comme ça. Par exemple, moi, j'ai accueilli la fille d'un ministre. En Tunisie, j'ai accueilli, je passe le nom. Et j'ai accueilli cette fille-là et son père m'a donné pas mal de sous quand elle est arrivée. Donc c'était, tu faisais l'import, export des... Ouais, on peut dire. Et aussi, je me rappelle, je vendais aussi, la police m'a même arrêté par rapport à ça. Je vendais les mèches. Les mèches superstars. Les tresses, pour les tresses comme ça. Ouais, ok. Parce qu'en Tunisie, ça coûte 20 dinars, 25 dinars. Bon, je connais plus en francs CFA. Les mèches qu'on achetait à 1500 au Cameroun. J'ai un ami militaire qui avait eu un accident au Cameroun. Donc il venait en Tunisie se soigner. Il faisait les va-et-vient. Chaque fois qu'il venait, je demandais à la famille d'acheter les mèches. Il mettait dans ses deux valises qui venaient juste comme ça. Il arrivait en Tunisie, il me remettait ça et je vendais. Et j'avais peut-être 3 ou 4 fois plus d'argent. C'est ça qu'on dit que quand tu es dans une condition extrême, automatiquement ton cerveau en éveille. Ouais, oui, donc tu développes des stratégies, toi tu te demandes. Soit tu te bats, soit tu meurs. En toute sincérité, quand je suis arrivé en Tunisie, les 5 premiers mois, je ne pensais pas que j'allais faire 1 an là. Je pensais vraiment pas. Et je me suis retrouvé plus de 3 ans et demi. Parce que je suis arrivé en Tunisie le 17 octobre 2017. J'ai quitté la Tunisie le 12 janvier 2021. Tu retiens les dates là comme si. Non, c'était compliqué. J'ai payé la scolarité, première, deuxième, troisième année du cycle ingénieur, obtenu son diplôme. Je peux même te dire que j'ai même pas soutenu la période normale. Donc tout le monde avait soutenu parce que je n'avais pas sorti les frais de scolarité, on a décalé ma soutenance. Donc c'est un peu ça. C'était difficile en Tunisie, mais voilà. Le stress, j'imagine. Ah là là. Mais je regrette pas parce que je me dis que si je n'étais pas passé par la Tunisie, je n'allais pas suivre parce que j'ai vécu ici en France. Parce que oui, c'est pire ici. C'est pire ici là parce qu'en Tunisie au moins je n'ai pas manqué. J'avais mes repères. Je n'ai pas manqué au dormir. Et donc, c'est que c'est passé parfois en Tunisie, il y avait des périodes où je pouvais faire une semaine, 2 semaines, je ne revenais pas chez moi. Donc, un ami, c'était cool au moins. C'était ça l'avantage, c'est que bon, malgré la souffrance, on avait quand même 2 ou 3 personnes qui ont pu s'asseoir
on papote et le temps passe. Déjà, quand moi je quittais le Cameroun pour la Tunisie, c'était pas parce que je voulais fréquenter en Tunisie, c'était pas parce que j'aimais la Tunisie, c'était pour moi je voulais utiliser la Tunisie comme un tremplin. Ok, c'était un chemin. C'était oui, pour venir en Europe. Mais ça ne s'est pas bien passé parce que je ne comptais pas faire un an en Tunisie. Je me disais que j'allais arriver en Tunisie, faire Campus France. Et la première année, ça allait marcher. Et du coup, la première année que j'arrive en Tunisie, j'ai fait Campus France. Mais j'ai pas d'admission dans une école publique. Je me dis, vu que les parents n'ont pas l'argent, c'est pas évident. Je dis, je vais rester encore en Tunisie. L'année suivante, je vais refaire. La deuxième année, je fais encore Campus France, aucune admission dans le public. Troisième année, je refais Campus France, aucune admission dans le public. J'obtiens mon diplôme d'ingénieur. Je me dis, bon, le diplôme d'ingénieur, il est dans la poche. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais rentrer au pays? Alors, je décide, je suis venu en Tunisie pour partir en France. Et depuis, je n'ai pas essayé la procédure de demande de visa parce que je n'ai pas obtenu d'admission dans le public. Peut-être Dieu a dit que c'est dans le privé que je dois partir. Donc, j'étais dans une logique où je dois trouver une admission dans le privé. C'est ma procédure. Mais le problème. Après, tu n'avais pas vraiment de l'alternance, le fait que tu pouvais avoir une alternance pour... Si, j'avais toutes ces informations parce que je me demande beaucoup. J'avais toutes ces informations, mais le problème, c'est qu'il fallait déjà mon premier problème, c'est la peur. Je me disais, si j'arrive, est-ce que forcément trouver l'alternance? Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis, ils ne trouvent pas. Et même pour arriver, avant de parler d'alternance, il faut d'abord arriver sur le territoire. Et pour arriver sur le territoire, il faut payer les frais de scolarité. Cet argent, on ne l'a pas vu que même pour solder ma scolarité de troisième année de cycle ingénieur, c'est difficile. Donc, c'est un peu ça, j'ai terminé ma formation. Je postule pour des écoles privées. J'ai quasiment des admissions partout. Et j'avais rien à faire, je venais juste à postuler. Félicitations, vous avez été admis, vous avez versé la première tranche. Félicitations, vous avez versé la première tranche. C'est comme ça le privé, non? Tu dois d'abord payer les premières tranches pour avoir un certificat d'admission. Donc du coup, il faut payer. J'ai pas de son. Ah ouais. J'ai rien du tout. Et tout ça, j'ai rien du tout. J'ai une amie, je veux dire une sœur, la petite sœur d'un très bon ami à moi qui est en Belgique aujourd'hui. Elle et moi, on ne s'appelait pas. On s'écrivait juste de temps en temps, on se commentait les statuts. Mais un jour, j'avais soutenu, donc j'avais à mes admissions dans le privé. Là, le privé, mais j'étais là, juste comme ça. Un jour, elle m'appelle. Comme ça, pour rien du tout. Elle me dit, bonjour Esther, comment tu vas? Ça fait un bail depuis là. Est-ce que j'étais jamais appelé? On commence à papoter. On parlait, on s'écrivait souvent sur WhatsApp pour se commenter les statuts, mais on n'avait jamais vraiment causé. Elle m'a appelé ce jour-là comme ça. Et elle me dit ma situation, j'ai vu comment tu as mis les statuts, tu as soutenu, c'est bien, félicitations. C'est quoi la suite maintenant? Voilà, je commence à parler. Après, elle me dit que elle fait la procédure, tu lui dis que j'ai les admissions, mais j'ai pas d'argent. Elle me dit que je t'appelle. Elle me rappelle en soirée. Elle me dit, ça se passe vraiment bien de l'expliquer, quoi. Je lui dis, l'école me demande d'avancer 3500 €. Et là, j'ai rien du tout. C'est beaucoup quand même, les 3500 €. Ouais, c'est beaucoup. Pour une inscription. C'était la moitié des frais de scolarité. Généralement, ils demandent 1000 €. Ça dépend de chaque école a sa manière de construire. Donc, elle me dit, Destin, je te donne 1000 €. Tu vois comment est-ce que tu vas boxer. Elle te donne, et non, elle me prête. Après, moi, je considère tout ça. Là, c'est elle qui est venue un peu souffler, quoi. Parce que là, j'étais au niveau 0. Je savais vraiment quoi faire. C'est qu'elle me dit ça avant que je sais parce que là, carrément, j'étais endormi. J'étais sur mon lit. Elle me dit que bon, ça, c'est une lueur d'espoir. Je vais aller essayer de toper la famille pour essayer de voir. Parce que j'avais mes 200 000, avec les petites activités que je menais. J'avais mes 200 000 aussi. Et en parallèle aussi, parmi les jobs que parmi les petits trucs que je faisais en Tunisie, c'était le transfert d'argent. Parce qu'il y a des brouteurs. Il y a des brouteurs. Tu sais, en Tunisie, l'étranger, le noir, l'Africain n'a pas le droit d'envoyer l'argent. Quand tu vois un Africain dans une banque tunisienne, c'est pour recevoir. Tu n'as pas le droit d'aller envoyer l'argent. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens des brouteurs. Je découvre la Tunisie. Il y a des brouteurs, ce qu'on appelle les scams en Tunisie, qui ont de l'argent, qui veulent envoyer ça au pays, mais qui n'arrivent pas. Donc, ce qu'on faisait, c'est quoi? Vu que j'avais mes frais de scolarité qui devaient arriver, qui arrivaient constamment. Peut-être la maman va envoyer 400 000. Et on avait un groupe, on avait une plateforme sur laquelle on causait. J'ai dit, j'ai 400 000 au Cameroun. Et qui veut? Donc la personne, la 400 000 au Cameroun, c'est l'équivalent de 2000 dinars. La personne me dit, ok, je te donne 2500 dinars. Tu fais le dépôt. Tu demandes à ta maman de faire le dépôt. Je donne donc, c'est-à-dire, si la maman a 400 000 à m'envoyer, je lui dis, fais le dépôt à tel numéro. Donc la personne, on se rencontre. Mais le truc là, c'est souvent sur. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème. C'est-à-dire, toujours on te fait ça, tu pleures. Bon, il faut vraiment, il faut avoir beaucoup de précautions, quoi. Oui, tu rencontres la personne, quand il te remet l'argent en main, tu passes dans tes mains comme ça, là, devant lui, fait le dépôt. En fait, il devait être vraiment synchrone, la personne au Cameroun. Soit sa personne te rencontre la personne direct au Cameroun, soit tu vous rencontrez. Mais c'est une personne avec qui tu as l'habitude de traiter. Ça se gère direct, quoi. Donc, tu vois que les 400 000, déjà, j'économisais les deux côtés. Si la maman va envoyer les 400 000, elle va dépenser sur les frais. Et les frais d'envoi, Et en Tunisie, moi, je gagne parce que la personne a souvent de la Tunisie via moi. Donc, je suis en plus, il te donne 500 dinars de plus, tu vois, c'est ça en fait, les transactions que je gérais comme ça, que j'ai réussi à
et loin. Ok. Tu vois, c'est un peu ça. En conclusion, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui se prépare à venir en Tunisie ou même quelqu'un qui vient d'arriver en Tunisie et qui galère ou même qui est couché sur son lit en train de réfléchir pour les stratégies, comment est-ce qu'il va faire? Moi, je ne conseillerais personne d'aller en Tunisie. En toute sincérité, par rapport à ce que j'ai vécu et la situation qui est en train de se dégrader actuellement, là, parce qu'après nous, il y a eu beaucoup trop. Je sais pas si tu connais, il y a peut-être un an, quelques mois, le président, il avait dit que la situation, pour justifier la situation désastreuse de la Tunisie, a dit que c'est à cause des migrants, ils ont commencé à taper sur les Africains. Et aussi pour les demandes de visa, parce que généralement, comme j'ai dit là, la Tunisie, c'est un tremplin pour arriver en France. Il y a des amis qui sont arrivés en Tunisie en septembre, ont eu le visa pour janvier, mais ils n'ont pas fait 3 mois là-bas, beaucoup de personnes comme ça. Ils veulent Campus France, ils ont su ça. Donc du coup, ils ont vu que les Africains arrivent là-bas pour partir. Donc du coup, ça devient un peu compliqué. Et pour celui-là qui veut, enfin, si vraiment quelqu'un veut se déplacer pour aller en Tunisie, il faudrait vraiment qu'il ait un soutien. Dans le sens où on ne travaille pas là-bas, c'est compliqué, c'est très compliqué. Tout ce que tu as il faut que tu arrives là-bas, que tu saches qu'à la fin du mois. En fait, si tu as ton argent en Tunisie, tu vas vivre, tu es bien. Si ton bailleur, c'est que parce qu'en fait, ils sont beaucoup hypocrites. Enfin, pour la plupart. Ton bailleur, c'est que son argent va tomber. Il va t'appeler mon ami, mon ami, mon ami. Dès que tu ne donnes pas son nom, toi, tu passes de mon ami à son ennemi en une fraction de seconde. Donc, moi, je ne conseille pas à quelqu'un de partir là-bas. Et si il y a déjà, enfin, si la personne est déjà là, donc, il doit beaucoup prier. Il doit beaucoup prier. Après, les gens ne partent pas forcément là-bas pour avoir le visa. Il y a des gens qui arrivent en Tunisie pour prendre de l'eau. Il y a Sfax, la ville touristique, pour arriver en Italie. Bon, après. Avec tout ce que tu as déjà donné, les idées, les conseils et tout, les stratégies même que toi tu utilisais pour pouvoir t'en sortir. Je pense que quelqu'un qui est sur le territoire, qui est déjà sur le territoire, il peut utiliser tout ça pour s'en sortir. Ouais. Et on dit aussi que, parce que j'ai des amis qui sont également quittés de la Tunisie et qui faisaient des trucs, des amis, filles comme garçons, qui faisaient des tresses, par exemple, pour pouvoir s'en sortir. D'autres faisaient des activités sociales et profitaient du fait que voilà, c'est social, c'est bénévolat, pour se faire des amis qui par derrière les soutiennent pour financièrement avec c'est un peu comme le réseau. Donc oui, pour te créer ton réseau, il faut participer au truc social. Oui, c'est ça. Donc, si tu arrives en Tunisie et que tu restes dans ta chambre, ça va forcément pas aller pour toi. Par contre, pour une fille, quand j'étais en Tunisie, j'avais une copine qui elle a développé vite son réseau, c'est les tresses. Moins cher, parce que quand tu vas dans un salon de coiffure, salon de coiffure africain, parce que les Africains ouvrent le salon de coiffure là-bas. Par exemple, c'est 50 dinars pour ta tresse. Si tu mets en statut que tu coiffes à domicile à 30 dinars, 45 dinars, tu seras sollicité si tu coiffes bien. Donc, je vois pas la raison pour laquelle une fille va préférer à notre de coiffure payer 50 dinars. Elle peut appeler, tu viens à tresser à 40 et 50 dinars. En plus, tu pars à domicile. Tu pars à domicile. Donc, tu peux faire ça. Et pour les garçons, le coiffure aussi, tu peux aller dans des restaurants. Il y a des restaurants en Tunisie, il y a une avenue là-bas qu'on appelle l'avenue Abed Bourguiba. C'est un peu comme la poste centrale chez nous au Cameroun. Il y a beaucoup de restaurants, tu pars, tu demandes, chaque jour tu demandes. Tu peux avoir la chance. Un Tunisien te dit, viens travailler. On va te payer telle somme de salaire, il est toujours dérisoire. Mais c'est mieux de faire ça que de rester à ne rien faire. Oui, c'est ça. J'ai jamais eu à faire ça. J'ai même jamais cherché à faire ça. Après, il y a beaucoup de personnes aussi qui, si tu te connais, les outils informatiques, les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui se font aussi de l'argent sur les réseaux, les petites formations, les trucs comme ça. Tu fais ça pour ce qui est en Tunisie. Ce que les gars font encore en Tunisie, que j'ai découvert, mais en partant de la Tunisie, c'est le centre d'appel. C'est-à-dire, vu que les Tunisiens ne parlent pas très bien français, il y a des sociétés ici en France qui emploient les gens en Tunisie, même au Cameroun. Je pense qu'il y a une société de télécommunications, pour ne pas citer, qui emploie les gens, qui a ouvert un centre de service au Cameroun. Ils emploient les Camerounais pour décrocher les appels, pour appeler les clients. C'est aussi le cas en Tunisie. Il y a des sociétés françaises qui sont installées en Tunisie, qui embauchent ceux qui parlent français. La seule condition, c'est de bien s'exprimer en français. Et c'est un truc que moi, j'ai pas fait, je savais même pas ce que j'ai découvert après. J'étais en France, il y a une amie que j'ai fait venir en Tunisie qui m'a dit que j'ai trouvé un travail, c'était même très bien payé. Mais à cette époque-là, je ne savais pas. En tout cas, c'est une bonne stratégie, c'est une bonne idée pour ceux qui sont déjà là-bas, ou même ceux qui pensent que quand ils vont arriver là-bas, ils vont s'en sortir comme ça. Donc voilà les idées, voilà les stratégies. Mais son conseil demeure de ne pas aller, si vous avez la possibilité de ne pas aller, n'allez pas, parce que la peine, la souffrance, le regret
est souvent plus grand que ce qu'on vit sur place, même ce qu'on s'imagine vivre. Après, le regret, c'est pour cela qu'ils sont issus des familles modestes. Si tu es là, si tu sais que tes parents vont t'envoyer des sous, ta vie sera belle là-bas. Parce que la vie n'est pas vraiment chère. La vie n'est pas vraiment chère. Donc, du coup, si tu as juste le soutien de ta famille, rester dans la maison de quelqu'un n'est pas savoir où tu vas prendre l'argent pour payer le loyer, ça stresse. Donc, si tu es conscient de ce que chaque mois ton loyer ne va souffrir de rien, si tu es conscient de ce que chaque mois les factures d'eau, d'électricité, d'eau, et autres vont souffrir de rien, la nutrition va souffrir de rien, tu peux vivre ta vie paisiblement et faire tes projets. Parce que en Tunisie, il était beaucoup plus facile d'avoir le visa de la France en Tunisie qu'étant au Cameroun déjà parce que pour la demande de visa de la France en Tunisie, l'AVI n'est pas obligatoire. C'est la prise en charge financière. Et même pour l'Espagne, même pour le Canada, les gens ont des visas là-bas facilement. Donc, si tu veux aller en Tunisie tu veux utiliser la Tunisie comme passerelle, il faut que tu aies le soutien de ta famille, la période de ton séjour en Tunisie. Si c'est pas le cas, tu vas beaucoup avoir des problèmes. C'est un peu ça. En tout cas, courage à ceux qui sont là, déjà là-bas, vraiment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter, de partager, d'écrire quelque chose en commentaire et on sera ravis de vous lire. On se dit à très vite.